Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur une mesure très courante en santé, en sport aussi, la force de préhension. C'est simple à mesurer, mais sa valeur peut fluctuer. Alors, comment savoir si un changement qu'on observe est vraiment réel? Pour nous éclairer, on s'appuie sur une source solide, une revue systématique avec méta-analyse. Elle a été publiée en 2025 dans le Journal of Sports Science and Medicine. L'article s'intitule Impact of Potential Moderating Factors on Absolute Test-Retest Reliability of Grip Strength Measurements in Healthy Populations. L'auteur principal est Takashi Abe. Notre but, c'est de décortiquer un peu les facteurs qui jouent sur la fiabilité de cette mesure. Oui, et c'est une question vraiment fondamentale. Parce que la force de préhension, ce n'est pas juste un chiffre. C'est un biomarqueur qui peut être lié, par exemple, à la santé des os chez les plus jeunes, ou même aider au diagnostic de sarcopénie chez les personnes âgées. Donc, comprendre si la mesure est fiable, c'est absolument crucial. Que ce soit pour suivre un patient en clinique ou pour une recherche. Il faut pouvoir faire la part des choses entre la variation normale, le bruit de la mesure et un vrai changement de force. D'accord. Alors, cette méta-analyse qui compile 48 études quand même, comment elle s'est prise pour évaluer cette fiabilité? Quelle était leur méthode principale? Leur approche s'est centrée sur ce qu'on appelle la fiabilité absolue. Plus précisément, ils ont regardé la différence minimale, la MMD comme on dit en anglais. En gros, c'est la plus petite variation qu'on peut observer entre deux mesures faites à des moments différents et qu'on peut considérer comme un changement significatif qui dépasse l'erreur de mesure habituelle. C'est souvent plus utile, plus concret pour suivre une personne que d'autres indicateurs comme la fiabilité relative, type ICC. Ah oui, la différence minimale. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Est-ce que cette différence est stable, constante? Eh bien non, pas vraiment, et c'est un des points importants de l'étude, il y a une variabilité assez considérable d'une étude à l'autre. En moyenne, la MMD, cette différence minimale, elle était autour de 1,9 kg chez les tout petits, les moins de 7 ans. D'accord. Presque 2 kilos. Voilà. Mais ça monte à 4,0 kg chez les jeunes adultes, entre 18 et 35 ans, et même 4,7 kg chez les adultes de plus de 60 ans. 4,7 kilos? C'est énorme comme marge d'erreur potentielle, non? C'est ça. Concrètement, ça veut dire qu'une personne de 65 ans pourrait voir sa force varier de 4 kilos entre deux tests, sans que ce soit forcément une vraie dégradation ou amélioration. Alors que chez un enfant, une variation de 2 kilos, ce serait déjà plus parlant. D'accord, je vois. C'est une sacrée différence. La question évidente, c'est qu'est-ce qui explique cette variation? Est-ce que c'est l'âge, l'appareil utilisé, on pense souvent au jamar ou au taquet, ou peut-être le temps qui passe entre deux tests? C'est exactement la question que les chercheurs ont posée, et la réponse est assez surprenante en fait. Ils ont analysé si l'âge, ou l'intervalle entre les tests, qui étaient souvent courts d'ailleurs, moins de 2 semaines dans la plupart des études incluses, ou même le type d'appareil, si ces facteurs pouvaient expliquer statistiquement cette variabilité de l'AMD. Et alors? Eh bien, non. Aucun de ces facteurs n'est ressorti comme un modérateur significatif. Attendez, même le type d'appareil, oh! On pourrait penser que ça joue quand même. C'est ce qu'on pourrait croire, oui. Mais d'après cette analyse de nombreuses études, statistiquement, ça n'expliquait pas les différences de fiabilité observées. C'est contre-intuitif. Alors, si ce ne sont pas ces facteurs-là, qu'est-ce qui pourrait jouer? Ils ont regardé d'autres choses? Le sexe des participants, par exemple? Ou s'ils étaient sportifs ou non? Alors là, l'étude pointe une de ses limites. Il n'y avait tout simplement pas assez de données disponibles dans les études originales pour pouvoir analyser correctement l'impact du sexe ou du niveau d'activité physique, athlète versus non-athlète. Il y a bien quelques indices qui suggèrent des différences possibles liées au sexe, mais on ne peut pas conclure sur leur influence réelle sur la fiabilité de la mesure elle-même. Ça reste à creuser avec plus de recherches. D'accord. Donc si on essaye de résumer tout ça, la fiabilité de la force de préhension, mesurée par cette différence minimale détectable, elle varie pas mal. Et, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, des facteurs comme l'âge, un court délai entre les tests ou l'appareil utilisé ne semblent pas être les raisons principales de cette variation, d'après cette méta-analyse. L'influence du sexe ou du statut sportif, elle, reste une question ouverte. C'est tout à fait ça.
Et ça nous amène à une réflexion importante pour la pratique, je pense, étant donné cette variabilité naturelle, cette différence minimale qui peut être de plusieurs kilos selon les populations, de combien la force doit-elle vraiment changer pour qu'on puisse dire avec confiance, oui, là, il y a une vraie amélioration ou attention, il y a une vraie baisse. C'est fondamental pour ne pas tirer de conclusions hâtives à partir de ce qui ne peut être que du bruit de mesure. C'est clé pour bien utiliser cet outil simple, mais finalement pas si simple à interpréter. Absolument, une nuance importante à garder en tête. Pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, voir la méthodologie en détail ou les chiffres précis, on vous recommande bien sûr la lecture de l'article original. C'est donc celui de Takashi Abe et ses collaborateurs, paru dans le Journal of Sport Science and Medicine, volume 24, en 2025. Voilà pour cette analyse. Pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines explorations de la recherche scientifique. À bientôt les amis!